y a 3 catégories. Le no bra, il y a le slow bra, et puis il y a les entre guillemets touche pas à mon soutif. Alors moi j'aimerais que le no bra englobe en fait un peu tout ça, c'est-à-dire que pour moi le no bra c'est censé être un choix. Le but c'est pas de créer une nouvelle injonction. Exactement. Et de dire aux femmes non, vous ne portez plus de soutien-gorge. Le but c'est vraiment de redonner le contrôle aux femmes sur leur corps. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, c'est sur Beurre FM et vous le savez, tous les mardis, nous avons rendez-vous avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va, très bien. Vous êtes bras ou no bras ce matin ? Pip. Voilà, c'est trop facile. Ça vous ressemble pas, mais bon, je vais vivre mon grand moment de solitude radiophonique. On en parlera après. Je suis slow bras, voilà. Donc nos bras à la maison et slow bras, trop et de bras, concepts, trop de concepts. Voilà. Je vous ai envoyé une punchline hier. D'une ancienne féministe, voilà, qui me disait, qui disait, on ne soutient que ceux qui tombent. Voilà. Bien, alors on va parler. Ça, c'est le féminisme 1.0, parce que le féminisme 7.0 ne dirait pas une phrase pareille, n'est-ce pas ? Ça datait, effectivement. Ah, oui, et vous aviez bien trouvé la génération. Alors nous allons accueillir ce matin Gala Avanzi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors vous êtes autrice, rédactrice pour la presse écrite et créatrice de contenu engagé. Et vous êtes fondatrice du média Sorcière ta mère. Ça, c'est pour vous, Nadia. Oh, ouais. Je kiffe trop. Je kiffe ma race. Sorcière ta mère. Ah ouais. Bon, vous avez déposé Sorcière. Hein. Oui, moi j'ai déposé Sorcière, en hommage à la sororité. Voilà. Ça peut être Sorcière ta mère, ouais. Ouais. Je laisse à Gala le soin d'y réfléchir. On va y penser. Voilà. Et Gala, vous publiez Nos bras aux éditions Flammarion, ce que ma poitrine dit de moi. Alors Nadia, la poitrine est considérée à tort comme un organe sexuel, vrai ou pas vrai ? Oui, alors en fait il y a une confusion. Parce que la poitrine, d'ailleurs même celle des hommes, ceci dit en passant, est un caractère sexuel secondaire. Caractère sexuel secondaire, c'est pas un organe sexuel. C'est-à-dire que ça marque en fait une transformation dans la physiologie de l'être humain. Donc quand on a une poitrine qui apparaît notamment chez les filles, donc les filles cisgenres, du coup c'est un caractère, on va dire, de différenciation genrée mais biologique, j'insiste bien. Voilà. Donc, ce qui explique très bien la sage-femme que vous avez interviewée dans votre livre. Mais alors, d'où vient l'amalgame finalement ? D'où vient la confusion ? La confusion, elle vient du fait que les seins peuvent être une zone érogène. Et vous le dites très bien dans votre livre. Oui, ils peuvent être, parce que c'est pas, c'est systématiquement codifié comme ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus érogéniques du lobe de l'oreille que de leur sein, par exemple. Donc la confusion, elle vient de là. Et donc effectivement, des personnes, une bonne partie de la société considère encore les seins comme un organe sexuel. Et on le verra avec Gala, ce qui est problématique, parce que il en découle en fait différentes représentations par la suite. Tout à fait, beaucoup de choses. Il en découle beaucoup de choses. Alors, beaucoup de sondages, pas mal de chiffres dans votre livre. 18%, c'est le pourcentage de femmes de moins de 25 ans qui ont décidé de pratiquer le no-bra suite au premier confinement. Donc ça, c'était la première étude IFOP qui révèle le boom du no-bra. Et selon un autre moteur de recherche, Google, les requêtes et les recherches sur le no-bra sont en constante évolution depuis le début des années 2020. Pourtant, ça existe depuis bien avant, le no-bra. Oui, bien sûr. Ça fait quelques années que ce mouvement existe. Et qu'est-ce qui explique justement, parce que ça, ce sont les chiffres français, mais qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'en Scandinavie, on arrive presque à 95% de femmes qui sont pro-no-bra? Parce que la culture est complètement différente. Et en France, je pense qu'on a une certaine pudeur, et puis, mais un peu hypocrite, un petit peu... un peu de mauvaise foi, j'ai envie de dire, parce qu'on se targue d'être hyper libéré, etc. Et on ne fait pas du tout. Donc je pense que c'est culturel. La culture latine qui reste encore assez pudiponde. Oui.
Donc, là, quand on tape nos bras sur Internet, puisque bon, là, on parle de nos bras comme si c'était évident. Qu'est-ce que ça signifie réellement ? Alors, le no-bra, je vais donner une explication, mais toute simple, qui tient en quelques mots. En fait, c'est simplement le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Voilà, donc ça c'est dans les faits. Après, ça implique, comme on le disait, beaucoup de choses. Mais voilà, donc il n'y a pas de traduction en français ? Non, il n'y a pas de terme français. Ça reste nos bras. Nos bras, nos soutifs. Ouais. Oui, voilà, en fait, bra c'est le soutien-gorge en anglais, donc no bra. Et oui, il serait temps qu'on invente un terme français, donc peut-être que ça va venir prochainement, espérons. Et le slow bra dont vous parliez, vous, Nadia ? Alors le slow bra, c'est en fait il y a 3 catégories finalement pour faire court. Le no bra, donc le 100% no soutif, quels que soient les lieux et les circonstances. Et il y a le slow bra, dont je suis moi-même adepte, c'est-à-dire qu'en fait on porte pas de soutien-gorge, mais à certains moments ou dans certains lieux, par exemple que à la maison. À la maison peut être nos bras et au travail et à l'extérieur être bras. Et puis il y a les entre guillemets touche pas à mon soutif, c'est-à-dire les femmes qui sont convaincues que le soutien-gorge fait partie en fait finalement de leur quotidien et elles se voient absolument pas sans soutien-gorge. Ouais. Alors moi j'aimerais que le no bra englobe en fait un peu tout ça, c'est-à-dire que pour moi le no bra c'est censé être un choix et ça se donc voilà, effectivement vous l'avez très bien expliqué, le slow bra, etc. Mais pour moi tout ça devrait faire partie du no bra parce que le but c'est pas de créer une nouvelle injonction. Exactement. Et de dire aux femmes non, vous ne portez plus de soutien-gorge. Non, le but c'est vraiment de redonner le contrôle aux femmes sur leur corps. Et vous comprenez celles qui disent de toute façon moi je suis bras. Mais complètement, mais bien sûr. Ouais, l'idée, c'est pas de faire adhérer tout le monde. Mais non, bien sûr. Ouais. Alors, justement, parce que là, je vois déjà les commentaires fusés, mais qu'est-ce qu'elles ont ces 2 saugrenus là à parler de soutif, on n'en a rien à battre. Là, je les vois défiler, les commentaires. Donc, du coup... à quoi ça sert tout ça, en fait ? Parce que sous des airs comme ça... drôle, en réalité il y a un réel combat derrière. Alors quel angle on attaque ? Déjà tous les objectifs, citez-nous tous les objectifs de ce mouvement. Ouais, le but c'est vraiment, comme je le disais, donc de redonner le contrôle aux femmes sur leur corps, parce que le problème que j'ai constaté avec le no bra, c'est que en fait le sein appartient toujours soit au plaisir sexuel de l'homme, soit à la maternité, à l'enfant quand il allait, etc. Soit maintenant il est de plus en plus associé donc à la maladie, à la mort, etc. Et en fait à aucun moment. Là on arrive à Octobre Rose et c'est vrai que pendant un mois on va parler du cancer du sein et du sein comme objet de dépistage. Exactement. Et on a toujours du coup, c'est ce que Anna Roy avec qui je me suis entretenue dans le livre explique très bien, c'est qu'on a toujours du coup un regard, une relation de suspicion avec sa poitrine, et en fait c'est jamais quelque chose de gai, de joyeux, et c'est vraiment dommage. Et donc le no bra pour moi c'est ça, c'est vraiment de réapproprier la poitrine aux femmes parce qu'elle ne leur appartient jamais dans la société dans laquelle on évolue. Et puis ça permet aussi de se libérer des dictats de beauté et tout ce que ça implique. Moi, je sais que quand j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge, du coup, je me suis émancipée des dictats de beauté et donc j'ai arrêté de complexer parce que je complexais énormément, parce que j'ai pas assez de poitrine et on me le répétait tout le temps. Et en fait, j'étais tout le temps confrontée. Du coup, quand je mettais mon soutien-gorge, il rentrait bien dans les cases, il correspondait à ce que la société attendait d'eux, à peu près. Et quand je le retirais, j'étais super déçue parce que du coup, c'était plus du tout le cas. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, le soutien-gorge mettait vos seins en valeur. Mais bien sûr, c'est le but, de toute façon. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Non, mais alors, ça a été. Donc, il y a eu une période où ça permettait de les cacher, et ça permet effectivement de cacher le téton. Il a plusieurs. On parlera du téton tout à l'heure, autre objet. Et donc voilà, moi, en tout cas, pour ma part, c'était vraiment le but, c'était de les mettre en valeur et de les faire correspondre aux normes de beauté. Et donc voilà, donc ça m'a permis de me décomplexer, de m'affranchir de ces complexes qui peuvent, dans certains cas, être
voilà, on sait qu'il y a beaucoup de troubles alimentaires compulsifs, par exemple chez les jeunes, etc., liés aux complexes qui sont induits par les normes de beauté. Donc voilà, ça permet de s'émanciper de pas mal de choses. Alors, normes de beauté, d'ailleurs, qui sont extrêmement schizophrènes. Oui. Parce que d'un côté, on va mettre en valeur les formes dites pin-up. Et d'un autre côté, on a la haute couture qui va plutôt mettre en avant des femmes qui n'ont justement pas de poitrine. Exactement, mais en volumineuse. France, que en France. Parce que par exemple, aux États-Unis, c'est complètement inverse avec Victoria's Secret, où les femmes sont retouchées. Elles portent même des push-ups en dessous des maillots de bain. Quand elles vont poser pour faire des calendriers ou des voilà. Et en fait donc elles portent des push-ups sous les maillots de bain, ensuite les bretelles sont gommées, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça dépend des cultures. Donc en France, dans la haute couture, c'est plutôt l'inverse. Effectivement, on cherche absolument à gommer les seins. Ce qui, moi, m'interpelle parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on cherche à les gommer ? Ils sont là. En fait, pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à les modifier, à les transformer ? Pourquoi est-ce qu'on les laisse pas tels qu'ils sont, en fait ? C'est ça, c'est vraiment ça pour moi. C'est une chose que je n'arrive absolument pas à comprendre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement pour que celles qui l'ont fait enlèvent leur soutien-gorge ? Eh bien, elles n'étaient plus confrontées au regard des autres. Société, tout à fait. En fait, c'est ça. Mais la question, peut-être, il faut le rapporter à ce qu'elles font quand elles sont en week-end. On sort, on va voir ses d'accord. amis. Voilà. Là, elles étaient confinées, donc là, forcément plus confrontées au regard des collègues, des amis. On n'avait quasiment plus aucune vie sociale, donc on n'était plus du tout confrontés au regard des autres. Donc la plupart de nombreuses femmes ont arrêté de porter des soutiens-gorge. Et est-ce qu'elles l'ont remis après ? C'est ça la question. Je crois que c'était 8% de femmes qui ont laissé tomber le soutif pendant le confinement et 7% qui ont continué après. Donc quand même une bonne partie. Alors c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de sondages qui se sont aussi intéressés à l'hygiène des gens, savoir si les gens s'étaient lavés et avaient changé de sous-vêtements aussi. Cela étant dit, on avait le temps de faire des sondages. On n'avait que ça à faire. Donc voilà, mais oui, il y a eu un super sondage pour expliquer que le soutien-gorge, le fait de ne pas porter de soutien-gorge était synonyme de laisser aller, effectivement. Mais c'était aussi le moment. Est-ce qu'on a poursuivi à faire ces sondages-là après les autres confinements ? Non, je crois pas. Non, pas à ma connaissance. Parce d'ailleurs, quand on parle de confinement, on parle surtout du premier. Oui, on parle du premier. Oui. C'est celui qui a fait date. Parce que c'était le confinement total, en fait, alors que les suivants étaient des confinements partiels. Exactement. Mais il serait intéressant, justement, de voir est-ce que, par exemple, le slow bra s'est développé lors des confinements suivants. Voilà, je reste dans ma posture de no bras à la maison, et puis, du coup, à l'extérieur... Est-ce que ce sont des femmes célibataires qui l'ont fait ou ce sont des femmes qui vivaient en couple ? Alors ça, je ne sais pas du tout. Parce que c'est intéressant aussi de savoir finalement si c'était des... Moi, dans ce que j'ai pu constater quand j'ai fait mes recherches, effectivement, le soutien-gorge est synonyme de séduction. Donc les femmes aiment porter des soutiens-gorge pour séduire, donc, et puis c'est totalement ok. Donc effectivement, oui, ce serait intéressant de savoir si ces femmes étaient célibataires ou pas. Alors vous, c'est une vidéo YouTube qui vous a influencé. Oui, tout à fait. C'est parti de pas grand-chose, effectivement. C'est une vidéo YouTube qui parlait donc du fait d'arrêter de porter des soutiens-gorge, mais plutôt pour une question de confort, pour le coup. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais mal. En fait, je me suis rendu compte que j'avais mal quand je portais des soutiens-gorge, mais que je m'en étais complètement accommodée et que j'avais pas réalisé que ça me faisait mal et qu'en fait, c'était normal. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, oui, tiens, ça va. Et puis voilà, on en est là. C'est vrai que c'est une liberté quand on enlève le soutien-gorge, et notamment quand ils sont à armature, parce que c'est... Oui, et moi je portais des push-ups en plus, donc c'est pas tout confort, effectivement. Vous y aviez pensé avant ou pas ? Mais non, jamais. Je savais même pas. En fait, vraiment, ça faisait partie de mon quotidien. Comme j'enfilais mon t-shirt, j'enfilais mon soutif. C'était vraiment comme je mettais une petite culotte, je mettais mon soutien-gorge, quoi. C'était normal, c'était absolument normal. Donc je n'avais jamais envisagé de ne pas porter de soutien-gorge. Ce
que dit Galala, c'est très important parce qu'en fait, on observe chez les petites filles justement le switch qui se fait en fait dans leur tête de je commence à devenir une femme. C'est au moment où elles commencent à porter des soutiens-gorge. Mais c'est un rite de passage. Mais c'est un rite de passage. Moi, je me souviens, c'était l'objectif. Je regardais mes copines, elles avaient des seins, elles étaient elles commençaient à avoir des seins et donc elles portaient des soutiens-gorge et je voulais absolument faire comme elles, je voulais faire comme ma maman, je voulais faire comme toutes les stars. Et du coup, elles étaient grandes. C'était des femmes, dans le monde des femmes. Exactement. Et le but, quand on est ado, quand on est un enfant, c'est de devenir un adulte. Donc voilà, mais c'est un vrai rite de passage. Le soutif, c'est l'entrée dans le grand monde des femmes, des adultes. Et alors, vous, du jour au lendemain, vous arrêtez de porter des soutiens-gorge ? Alors, pas vraiment du jour au lendemain. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que on me dit souvent, oui, mais ça fait mal de retirer des soutifs. Et oui, effectivement, et même moi, avec une toute petite poitrine, du jour au lendemain, c'est douloureux. Donc non, j'ai arrêté. J'ai commencé par retirer les baleines de mes soutiens-gorge. Ensuite, j'ai mis des brassières de sport. Voilà. Et puis maintenant, il y a eu des étapes, en fait. Effectivement, voilà, exactement. Il y a eu des étapes. Et après, il y a des personnes qui y arrivent du jour au lendemain. Moi, voilà, ça n'a pas été mon cas. Et en fait, on est toutes différentes et on fait toutes comme bon nous semble. Voilà. Alors, on oublie, excusez-moi Philippe, on oublie en fait qu'il y a des ligaments suspenseurs au niveau du haut de la poitrine qui, à force, on commence à porter des soutiens-gorge dès l'adolescence et du coup, nos ligaments finalement n'ont pas travaillé spontanément puisque le soutien-gorge soutient, c'est porte bien son nom, la poitrine. Du coup, le jour où vous décidez de passer nos bras, d'ailleurs, on le voit bien, même quand on retire nos soutiens-gorge, on sent en fait que ça tire sur le haut de la poitrine parce que y a les ligaments, du coup, se réveillent. Ils n'ont pas assez travaillé. Ouais. Je dois bosser là. Alors qu'ils étaient au repos. Il faut aller voir JN. Bon, JN, je te salue. Donc, JN, qui est une coach sportive. Qui est la coach sportive de Nadia El Bouga, personnelle. Hein. Excusez du peu quand même. On a une sexologue avec une coach sportive et qu'on retrouve le soir avec nos amis de Time Sport. Quand vous avez commencé, vous avez acheté ce qu'on appelle des pétales. Les fameux pétales. Les pétales. Ouais, les pétales. Rien que le nom, vous le dites très bien dans le livre. En fait, c'est une façon de ne pas dire téton, mamelon. C'est des cache-tétons. Voilà, les pétales, c'est des cache-tétons. Mais c'est l'enfer, ces trucs. Moi, je me rappelle, j'étais en soirée et du coup, en fait, je les mettais donc pour cacher mes tétons parce qu'à ce moment-là, voilà, j'étais pas encore trop sûre de moi. Et du coup, j'avais trop peur qu'il y en ait un qui tombe pendant que j'étais en train de parler. Alors, pour les hommes, s'il vous plaît. Ah oui. Ça se colle, expliquez-nous là. Oui, ça se colle en fait sur pour les hommes, même pour beaucoup de femmes. Il y en a plein. Moi, je ne connaissais pas cette chose-là avant de pouvoir pratiquer. Et tout allait bien dans ma vie avant ça. Un stress supplémentaire. Comme si on n'avait pas assez de charge mentale. C'est ça. Alors les pétales, donc ça se colle. Ça se colle, c'est des morceaux de silicone en fait, et qui sont effectivement en forme de pétales. Ils essaient de rendre ça un peu joli quand même, donc c'est un petit peu voilà. Et puis ça se colle sur les tétons. Et donc ça permet effectivement de ne pas voir la forme du téton à travers un t-shirt ou voilà. Et du coup c'est affreux parce qu'on n'est pas sécu. C'est pas. C'est un autre problème qui se crée mentalement. En fait, c'est ce qu'elles ont. Là, ça va tout de suite faire tilt dans la tête de beaucoup de monde. C'est ce qu'ont les danseuses brésiliennes, vous savez. Au Carnaval de Rio. Voilà, sauf que là, il y a des petits. Comment on appelle ça Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Mais je vois, qui pendent. Non, mais vous faites un geste, Nadia, mais à la radio. Ah oui, ça passe pas du tout. Ouais, il y a une petite cloche qui pend au bout, voilà. Et puis celles qui sont hyper sportives s'amusent à faire tourner leur sein comme ça et ça fait tourner les. Voilà. Ça, je pense que ça parlera à la majorité. Elles ont des pétales. Parce que, et ce qui est très important, c'est que vous expliquez que finalement, les vêtements des femmes ne sont pas du tout prévus pour le no-bras. Et vous avez réalisé que votre garde-robe n'était pas du tout adaptée à une femme qui ne portait pas de soutien-gorge. Pourquoi ? Mais tout à fait. Pourquoi c'est pas adapté ? Oui. On va demander ça au créateur. Pourquoi est-ce que vous n'adaptez pas les vêtements au corps des femmes et plutôt au soutien-gorge ? Non, c'est tout simplement parce que toutes les femmes portent des soutiens-gorge en fait. Donc les vêtements sont adaptés effectivement à un corps avec un soutien-gorge. Donc moi je me suis rendu compte que quand je mettais des vêtements avec
sans soutien-gorge, Oui. mais qui sont un petit peu, je sais pas, des débardeurs par exemple, effectivement quand je me penchais en avant, on voyait tout. Et en revanche, avec des vêtements dits masculins, on n'a pas ce problème-là. Et voilà, et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Pareil au niveau de la transparence. Les vêtements sont très fins, etc. Donc oui, on voit plus la poitrine. Et après, moi, je trouve c'est pas grave, mais dans notre société, c'est encore mal vu. Donc voilà. Je voulais revenir à cette histoire de pétales, justement. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a développé ce petit objet saugrenu ? C'est parce qu'en fait, percevoir à travers les vêtements, et c'est ça qui pose problème chez certaines femmes pour passer en fait au no-bras, le fait de voir les tétons en érection, parce qu'il s'agit de ça en réalité, et ben tout de suite il y a une représentation finalement sexuelle, alors que c'est un mécanisme physiologique. Tout de suite on a une représentation de ah oui elle est chaude ou elle provoque, ou alors que c'est physiologique, hein, le téton. Et entre en érection quand il fait froid, quand il y a un frottement. On a juste froid voilà. en fait. Ouais. Ouais. Et on nous prête des intentions qu'on n'a absolument pas, effectivement. C'est-à-dire que le problème, c'est pas forcément le sein, c'est le téton. C'est surtout le téton qui pose problème. Parce que quand on voit les décolletés, par exemple, c'est pas. Enfin, alors ça dépend dans quel contexte. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui se sont vues, par exemple, une femme qui s'était vue refuser l'entrée au musée d'Orsay parce que son décolleté était trop plongeant. Vous racontez l'exemple de Anne-Claire Coudray, la présentatrice du journal de TF1. Je la connaissais pas, cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pour elle ? Eh bien, donc elle portait une robe a priori sans soutien-gorge, donc on voyait une robe en cuir. Et donc en fait, on voyait à travers la robe, on ne voyait pas, mais on apercevait la forme de son téton, en fait. Et donc, ça s'est pas passé. Voilà. Mais c'est vraiment pas passé parce qu'elle a été obligée de s'excuser après. Mais oui, on l'a interrogée sur le sujet et où elle explique que, en fait, je crois qu'un des journalistes lui demande on ne vous y reprendra pas. Comme si c'était quelque chose de grave ce qu'elle avait fait. Et elle explique que, en fait, elle est vraiment coincée entre non mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave, et en même temps on n'est pas là, je suis pas là pour être dans la séduction, et elle est un peu coincée entre c'est pas grave de voir des seins, mais en même temps faut pas le faire. Voilà. Ouais. Et là on parle pas de seins. On parle de tétons. Mais c'est ce que je vous dis précisément. Ouais. En fait, c'est incroyable comment la société met les femmes dans une espèce de schizophrénie. Déjà, c'est-à-dire que en fait, c'est l'inversion, c'est le phénomène d'inversion. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question de se dire, mais toi, téléspectateur, tu regardes qui ? En fait, tu regardes quoi ? Est-ce que tu écoutes l'information ? Ou en fait, tu es fixé sur les seins de d'Anne Coudray. Parce que c'est ça la question, en fait. Donc finalement, cette personne était figée sur les seins de la présentatrice et il est passé à côté de son journal ou elle est passée à côté de son journal. En communication, Nadia, vous savez que c'est pas forcément les seins, parce que si elle avait eu une crotte de nez qui pendait, non mais les gens auraient été fixés sur sa crotte de nez exactement de la même façon. C'est parce que ce jour-là, c'est le détail qui attirait l'œil. Sauf que pour la crotte de nez, on va peut-être l'excuser parce que on va peut-être trouver la raison de elle est malade, la pauvre, la période Covid, machin. Là, non, elle n'est pas excusée et d'ailleurs elle présente ses excuses parce que ça la renvoie à une posture de femme sexuée et sexuelle. Voilà. Moi, je me posais la question de savoir si on lui avait demandé de présenter ses excuses ou si c'est elle qui, après coup, s'est sentie obligée de le faire. Mais ça, je ne sais pas. Parce que vous dites qu'on ne sait pas, finalement. On ne sait pas, mais quand elle se prend une question, on vous y reprendra pas, c'est quand même... c'est quand même Est-ce qu'elle a eu une note de service, par exemple, du rédacteur en chef qui lui a dit « Madame, je vous rappelle que dans le cadre de la présentation des journaux d'information de TF1, habillez-vous convenablement ou décemment ». Mais surtout qu'elle était habillée convenablement. C'est ça le délire en fait. Ouais. Donc dans les clauses maintenant, il va y avoir pour les présentatrices nos bras interdits en fait. Mais c'est hallucinant en fait. C'est hallucinant. Et on revient à ce que disait au début Gala, c'est-à-dire l'objectif de ce mouvement qui est arrêter d'emmerder les femmes sur leur façon de s'habiller, en fait. Clairement, c'est ça le message. Donc, vous vous rendez compte, c'est quand même une présentatrice qui est assez populaire, enfin une journaliste populaire sur cette chaîne en tout cas, et qui se retrouve finalement réduit à s'excuser parce qu'on a vu ses tétons en érection.
quid des hommes dans cette histoire, en fait? Jamais on reprend un homme sur sa cravate mal mise ou sur... c'est ça, en fait, qui est dérangeant. Vous voyez, c'est ce déséquilibre-là. C'est du même ordre? Les tétons des hommes entrent aussi en érection. Mais je crois que ça ne dérange pas la société, bizarrement. Non, ils ne sont pas logés à la même enseigne, effectivement. Et on ne verra jamais un journaliste homme venir se présenter à l'antenne parce qu'on a aperçu ses tétons à travers sa belle chemise bien repassée. Ce n'est jamais arrivé que je sache. Menons l'enquête. On a des noms, si vous voulez, pour votre prochain livre. Qu'on pourra appeler Nos bras. On scrutera les journalistes. On scrutera. Il y a une autre étude IFOP qui disait que le fait qu'une femme laisse apparaître ses tétons sous un haut devrait être pour son agresseur, une circonstance atténuante en cas d'agression sexuelle. Et c'était partagé par 20% des Français, ça. Ça me fait bondir. Ça, ouais. Je comprends. Enfin, ça m'étonne pas. Par contre, ça me choque énormément. Mais ça veut dire que 20% de la population pense qu'un téton apparent, c'est une provocation. Ouais. Alors après, si mes souvenirs sont bons, c'est des personnes de plus de 60 ans, je crois, qui... 65 ans, oui. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Mais vous posez la même question sur une mini-jupe. Je pense que les 20%, ils explosent à plus de 70%. Oui, parce que la première question qu'on pose à une... Enfin, c'est pas la première, mais bien comment souvent... Comment étiez-vous habillé quand quelqu'un vous a agressé? Oui. Donc en fait, c'est du même ordre. Finalement, quand vous avez arrêté de porter un soutien-gorge, vous avez réalisé que vous répondiez à une injonction de la société. C'est-à-dire que le soutien-gorge, c'est une injonction de quoi? Le soutien-gorge, en fait, il fait ressembler le sein à... Il le fait rentrer dans une case, très, très clairement. Donc, c'est-à-dire que il est... Si jamais le sein était flasque, du coup, le soutien-gorge lui apporte cette pseudo-fermeté. Cet aspect, de fermeté. Il permet d'avoir les seins remontés, arrondis, etc. Alors que, en vrai, des seins, il y en a de toutes les formes, mais de toutes les couleurs, et voilà, avec des poils, sans poils, avec des vergetures, des cicatrices, voilà. Mais avec le soutien-gorge, ça, on gomme tout ça, on efface tout ça, et surtout, il est bien rond, et en forme de demi-pomme, voilà. Et donc, il répond à ces critères-là. Alors, un autre chiffre qui va peut-être parler, qui va interroger beaucoup de nos auditeurs ce matin, c'est 80% des femmes ne porteraient pas la bonne taille de soutien-gorge. Et beaucoup d'entre elles ne connaîtraient pas leur taille de soutien-gorge. D'où cela vient-il ? Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est pourquoi est-ce si 80% des femmes ne portent pas la bonne taille de soutien-gorge, en fait, ce qui m'agace avec ce chiffre, c'est que on remet la faute sur les femmes. C'est elles qui connaissent pas la bonne taille de soutien-gorge. Non, c'est peut-être tout simplement que les soutiens-gorge sont pas adaptés, en fait, tout simplement, parce que s'il y a autant de femmes qui connaissent pas leur taille de soutien-gorge, je pense qu'on n'est pas complètement stupide. Et donc, voilà, est-ce que c'est pas à un moment donné est-ce que le problème n'est pas le soutien-gorge? Non, c'est toujours la femme qui sait pas. La femme, elle sait pas faire de toute façon. Donc, Et c'est vrai que les tailles de soutien-gorge sont standardisées. Donc, quid des femmes qui ne rentrent pas dans ces standards, en fait, qui sont la grande majorité des femmes. Donc, effectivement, on ne peut pas tomber pile poil sur la bonne taille, parce que qu'est-ce que la bonne taille au final, puisque ces tailles sont standardisées par les créateurs de cet objet. Exactement, et j'en discutais il y a 2 jours avec une amie qui me disait, mais moi je fais du 90E, je ne trouve pas. Je ne trouve pas ma taille. Donc en plus, il y a des tailles qui n'existent pas. Donc c'est pas vraiment la faute des femmes qui ne portent pas les bonnes tailles de soutien-gorge. Déjà, pour commencer, il y a certaines tailles qui n'existent tout simplement pas. Et en plus, non, c'est pas notre faute en fait. Normalement, c'est au soutien-gorge de s'adapter à nous, pas l'inverse en fait. Comment on est passé du soutien-gorge qui était à l'origine une libération du corset à maintenant un objet identifié comme justement une aliénation finalement du corps des femmes? En fait, je pense qu'on partait de très loin. Je pense que c'est ça le problème, on partait de très loin parce qu'effectivement le corset, oui, le soutien-gorge est apparu comme étant une libération parce que le corset était tellement emprisonnant, je ne sais pas si ça se dit, mais et en fait le souci encore une fois c'est que
pour moi, le soutien-gorge n'aurait pas dû être considéré comme étant un élément de libération parce qu'on l'imposait aux femmes. C'est ça le problème, en fait. Le soutien-gorge, en tant que tel, il n'est pas tant problématique que ça. C'est ce qu'on en fait. C'est le fait qu'on l'impose aux femmes. Donc voilà. Mais toutes les femmes n'ont pas toujours porté des soutiens-gorge. À quel moment on a imposé aux femmes de porter un soutien-gorge ? Depuis qu'il est apparu dans les années 1800, je crois. 89, avec Herminie Cadol, c'est ça. Ça fait quelques. Effectivement, il y a eu des périodes de l'histoire où il n'existait pas du tout, mais voilà, là, ça fait quelques années quand même qu'il s'est bien imposé. Et puis avec une évolution significative, parce qu'on est passé du soutien-gorge, effectivement, qui venait alléger par rapport au corset, tout à fait, à le soutien-gorge des pin-up américaines, après le soutien-gorge à la Gautier conique, le fameux playtex, qui s'attache devant. Où là, on faisait miroiter aux femmes qu'il n'y avait plus d'armature, donc libération, compagnie, mais en fait, on faisait aussi remonter les seins et bien ça sûr, également. Bien sûr. Et le corset à la base était aussi là pour ça, pour affiner la taille. En fait, le corset et le soutien-gorge, ils ont toujours été là pour transformer le corps des femmes, en fait. Peu importe de quelle façon, que ce soit pour gommer, pour cacher, pour faire remonter, pour grossir, pour affiner, ça a toujours été là pour modifier le corps des femmes. Et puis après, le summum, ça a été le Wonderbra. Oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des marques qui se sont fait épingler parce qu'elles proposaient des soutiens-gorge rembourrés en taille 8 ans. Oui. Je sais pas si on se rend compte quand même, en taille 8 ans. Oui. C'est incroyable. Et moi, j'ai pas mal de lectrices qui reviennent vers moi en me disant qu'elles essaient de trouver des soutiens-gorge pas rembourrés, et c'est très compliqué, ça aussi. C'est très très compliqué, parce que moi, je n'achète plus depuis un moment, donc je n'ai plus ce problème, et de toute façon, je portais des push-ups, mais effectivement, c'est pas si simple de trouver des soutiens-gorge qui ne sont pas rembourrés. Donc, on cherche encore une fois à modifier et à embellir avec des gros guillemets, puisque pour moi, c'est pas parce que des seins sont plus gros qu'ils sont forcément plus beaux. Et oui, contrairement à des idées reçues. Puisque la grosse poitrine, ça reste quand même le fantasme. Obsessionnel, on fait une obsession. Pour les hommes. Même pour les femmes, parce que pour moi, c'était mon obsession, c'était d'avoir une grosse poitrine, mais pour plaire, effectivement. Oui. Toujours par rapport au regard de l'autre. Mais pour en revenir aux sous-vêtements des petites filles, effectivement, moi, j'étais sidérée quand je cherchais un maillot pour ma fille donc de 12 ans, de voir qu'ils étaient tous rembourrés. Et d'ailleurs, ma fille... Et d'ailleurs, au départ, ça faisait sourire ma fille. Et après, très vite, dans l'eau, elle s'est dit, c'est quoi ce truc ? Enlève-le-moi, là. C'est horrible. Donc, c'est dire qu'on les conditionne, en fait, on conditionne très tôt les femmes pour dire, suis cette route. C'est à ça que ça doit ressembler, c'est à ça que vos seins doivent ressembler. Si tu veux plaire à la société, suis cette route, en fait. Ce chemin-là. Au-delà d'enlever le soutien-gorge, le no-bra, c'est aussi un mode de vie. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce mode de vie ? Un mode de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que je sais pas, vous parlez du minimalisme, oui, ça peut effectivement, ça peut rentrer dans un cadre de vie minimaliste. C'est surtout que pour moi, c'est vraiment s'émanciper des dictats, et effectivement, oui, ça peut s'apparenter au minimalisme, au body positive, ces choses-là. Tout à fait. C'est le même combat d'ailleurs. C'est le même combat. Le but, c'est de se réapproprier son corps et de se réapproprier ses normes de beauté, en fait, de créer ses propres normes de beauté. Et d'ailleurs, j'introduis le livre avec cette citation de Judith Butler qui explique que notre société a besoin de normes pour fonctionner. C'est indéniable. Maintenant, libre à nous de choisir des normes qui nous conviennent mieux. Quelle différence entre le combat no-bra et le combat des femmes? Free the nipple. La différence, après elles ont une dimension, elles vont défendre des causes que moi je me retrouve pas dans toutes les causes qu'elles défendent par rapport à la sexualité, aux travailleuses du sexe, etc. Mais je sais pas ce que vous entendez en fait. Le sein en fait est politisé, est politisé dans ce mouvement-là féministe. Parce que vous les rencontrez, donc vous avez décidé de les rencontrer pour votre livre. Est-ce que c'est la même chose finalement ? Moi je m'y retrouve dans le sens où effectivement elles décident d'utiliser leur poitrine
en fait, elle décide. Déjà, je trouve que le fait de la montrer, pour moi, elle casse complètement les codes, en fait. Elle casse complètement les codes et ça fait du bien. Donc, je trouve que c'est chouette. Et puis, elle décide, effectivement, Ina le dit dans l'entretien qu'on a eu, où en fait, ça dérange personne de voir une femme avec des seins ultra sexualisés pour vendre un yaourt sur une affiche publicitaire. En revanche, quand il s'agit de lire des messages politiques, effectivement, sur la poitrine, là, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est assez subversif parce que justement, elles utilisent l'élément qu'il faut surtout pas montrer, comme moyen de déconstruire. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ouais. Enfin, avec des gros guillemets, mais oui, effectivement, elle retourne complètement le truc contre la société. Elle met la société face à ses contradictions. Alors, dont une des contradictions qui est qu'une femme, par exemple, qui serait torse nu, donc qui serait topless dans la rue. Alors, je vais prendre l'exemple plus flagrant, c'est celui de New York, où le topless est autorisé dans la rue. Depuis, je crois. Alors, topless pour tout le monde, c'est donc le sein nu, en fait. Torse nu. Torse nu, exactement. Voilà. Torse nu, précisément, tout à fait. Est autorisé, en fait, par exemple, dans les rues de New York. Par contre, vous pouvez être attaqué si vos mamelons ne sont pas cachés. En fait, c'est une schizophrénie On en revient au téton. Mais complètement, en fait. Ouais, on en revient. Donc topless, ok, mais arrangez-vous pour qu'on voit pas vos tétons, vos mamelons. Et après, c'est dans la loi. Voilà, effectivement, c'est autorisé, mais on voit pas des ribambelles de femmes se balader torse nu dans New York. Hein. Surtout aux États-Unis. J'imagine même dans un pays aussi puritain. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas le même regard sur un homme qui ferait parce qu'on en voit son footing torse nu. C'est interdit, ça. Alors, dans la loi française, oui. Vous êtes attaqué pour exhibitionnisme, que vous soyez, pour le coup, homme ou femme. Donc, voilà. Ça, pour le coup, c'est pas si sexiste que ça. Sociologiquement parlant, sociétalement parlant, quand vous voyez un homme faire son footing torse nu, ça passe crème. Une femme qui ferait la même chose, je suis pas certaine qu'elle serait pas lynchée. Non, pas du tout. Et par contre, je suis très contente parce que je discutais sur un salon l'autre jour, pendant un salon pour présenter mon livre. Et donc dans ma ville natale, à Besançon, et on a un festival qui s'appelle le festival No Logo, festival de reggae. Et elle m'expliquait qu'il y avait une femme qui était torse nu là-bas. Et donc il y en avait une. Et ça se fait beaucoup, je crois, en Allemagne, où il y a des festivals où effectivement les femmes sont torse nu et ne sont pas embêtées. Bon, alors là, pour cette personne, je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle, mais voilà, donc ça bouge un petit peu quand même. Bien, vous avez cherché des études sur les potentiels dangers des soutiens-gorge et vous dites qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas trouvé grand-chose, oui. J'ai pas trouvé grand-chose de concluant, effectivement. Et le docteur Jean-Denis Rouillon, qui a mené une enquête sur la fermeté de la poitrine liée au port du soutien-gorge, à l'arrêt du port du soutien-gorge, explique justement que il est temps que ça bouge à ce niveau-là, parce que on manque cruellement d'informations, et ce serait quand même, on parle de santé et c'est quand même important, mais non, il n'y a pas d'études qui sont menées, et j'espère avec ce livre, ce serait génial si effectivement ça pouvait bouger un petit peu et qu'on s'intéresse enfin à cette question-là. Oui. D'ailleurs, il dit que physiologiquement, en fait, le fait de ne pas, de se libérer en fait des soutiens-gorge, la circulation sanguine et lymphatique est favorisée. Ouais. Et les ligaments, donc les fameux ligaments suspenseurs là, de Cooper, reprennent du coup leur fonction, et il a démontré, une autre étude a démontré qu'en fait le mamelon remontait, tout à fait, oui. Par rapport en fait à distance épaule mamelon, en fait le mamelon remontait de manière assez significative. Oui, tout à fait. Alors après, il faut faire attention quand même de pas effectivement créer une nouvelle injonction à la fermeté, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent oui, moi j'arrête de porter des soutiens-gorge parce que je voudrais avoir les dessins plus fermes. C'est pas obligatoirement le cas, et en fait c'est pas le but. C'est pas quitter une injonction pour en retrouver une autre. C'est ça, voilà, exactement. Donc j'espère qu'on va pas tomber là-dedans. Bon, beaucoup de questions soulevées dans votre livre, Gala Nos bras, aux éditions donc Flammarion, ce que ma poitrine dit de moi. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, et puis vous voyez la vidéo, la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'accueil. Et Nadia, on vous retrouve mardi prochain.